Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'emploi et la productivité face aux transitions. Alors évidemment, quelles transitions? On va en parler. Sont-elles écologiques, environnementales, économiques, sociales, sociétales? Eh bien, pour y répondre, j'ai autour de moi un panel d'intervenants de grande qualité que je vais vous présenter dans quelques instants. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour animer cette session. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy, je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Alors, avec moi, il va parler en premier Augustin Landier. Vous êtes professeur de finance à HEC, vous avez travaillé au FMI, à l'université de New York, de Chicago, vous avez été membre du conseil d'analyse économique. Votre recherche, elle a pour objet la finance comportementale, la finance d'entreprise, et vous êtes membre associé du cercle des économistes. Avec nous, mais donc il sera en visio, il n'est pas physiquement présent avec nous à la maison de la radio, Filippo Di Moro, vous êtes vous expert économique, vous avez beaucoup travaillé sur la productivité, la compétitivité internationale des pays et des entreprises. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans les organisations internationales, les banques centrales. Vous avez travaillé pour les banques asiatiques de développement, pour la Banque d'Italie, la BCE, la Réserve fédérale américaine. Je m'arrête là. Vous êtes fondateur et président également de CompNet. C'est un réseau de recherche sur la productivité en Europe qui cherche à comprendre justement comment la productivité des entreprises change dans un monde, on va dire, de digitalisation, de chaînes de valeur globale intégrées. Bref, vous êtes au cœur de notre sujet. Benoît Grisoni, à côté de moi, vous avez commencé votre carrière vous, chez Paribas Asset Management. Vous avez ensuite rejoint Fimatex Boursorama en 1998. En 2003, vous êtes nommé directeur de Boursorama Invest. Vous intégrez le comité exécutif de Boursorama et en 2006, vous devenez directeur adjoint de Boursorama Banque et vous avez été donc nommé directeur général de Boursorama en novembre 2017. Il est en face de moi, Karim Tadjedine. Vous êtes directeur associé senior chez McKinsey au bureau de Paris. Vous êtes responsable de l'activité secteur public. Vous coordonnez au niveau européen les réflexions sur les plans de relance économique et vous avez conduit plusieurs travaux de recherche, notamment sur les sujets de développement et d'inclusion économique. Vous êtes notamment l'un des auteurs de la note sur la crise d'après, la crise climatique, préparée en exclusivité justement pour les rencontres, accessibles sur le site des rencontres. Et par ailleurs, vous êtes également administrateur de la Fondation Génération, qui aide l'insertion des jeunes déjà actifs dans 13 pays avec plus de 33 000 jeunes formés. Il est également en visio avec nous, Jeff Tilley. Vous êtes chef économiste au TUC, le Trade Union Congress. Avant cela, vous avez été pendant 25 ans membre des services statiques et économiques gouvernementaux. Vous avez également travaillé sur la production et l'interprétation de statistiques macroéconomiques et de comptes nationaux. Jean-Jacques Barberis est là. Donc, vous avez débuté votre carrière à la direction générale du Trésor. De 2008 à 2012, vous êtes en charge des questions économiques relatives au climat, puis au marché financier. En 2012, vous rejoignez le cabinet du ministère de l'économie et des finances pour traiter notamment des enjeux de financement des entreprises. Vous avez également participé à la création de la Banque publique d'investissement, la fameuse BPI France. Et vous partez ensuite au cabinet du président de la République où vous exercez les fonctions de conseiller économique de 2013 à 2016. En juin 2016, c'est le départ pour Amundi en tant que responsable de la clientèle souveraine, puis institutionnelle. Et vous occupez évidemment d'ESG. Vous êtes vice-président de Finance for Tomorrow. Thierry Pêche donc est là. Vous êtes donc un ancien élève de l'école normale supérieure. Vous êtes un membre fondateur de Terra Nova que vous dirigez depuis 2013. Avant cela, vous étiez secrétaire général du think tank La République des idées. Vous avez dirigé les éditions du Seuil. Vous avez été également conseiller pour la CFDT. Vous collaborez également donc à la revue La Vie des idées, également dans l'émission L'Esprit public. Vous êtes coprésident de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, donc vous savez tout sur ces intervenants absolument prestigieux. Merci à tous d'être là aujourd'hui parmi nous. Et tout de suite, pour planter le décor, je vais demander à Augustin Landier de démarrer, puisque vous êtes le coordinateur de cette session. Donc vous allez finalement nous dire en quoi cette productivité, cet emploi sont compatibles avec ces fameuses transitions. On vous écoute. Très bien, je le ferai très rapidement et je commencerai par remercier tous nos intervenants. Merci d'être là ou d'être à distance parmi nous. Alors, je partirais d'un constat qui est que cette crise dont on émerge ou on essaye d'émerger a plutôt renforcé un consensus autour de l'idée de soutenabilité ou de durabilité. Je crois que ce consensus
peu parmi nous, disons, iront contre cette idée. Et donc, je voudrais aller en un sens assez vite là-dessus. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, les entreprises s'engagent en faveur de la transition écologique, le thème des circuits courts, des relocalisations, de repenser les chaînes de valeur, de rendre les entreprises plus résilientes face aux... Il y a aussi la question du télétravail qui a confirmé l'importance de la transition numérique, et aussi l'aspiration des entreprises à des organisations plus plates qui responsabilisent les gens, qui sont plus soucieuses du bien-être des employés. Il y a une demande de sens au travail qui a renforcé l'importance de la culture des entreprises. Donc bref, on est un peu dans une période où voilà, on est dans ce consensus post-Friedmanien en faveur d'une entreprise plus socialement responsable, qui ne regarde pas simplement les profits à court terme. Et je voudrais qu'on sorte rapidement, disons, de ce débat, qui est un débat au fond assez ancien et qui avait été tranché. On aurait eu cette réunion il y a un an. Je pense qu'on aurait déjà été d'accord sur ces thèmes, l'importance de ces thèmes. Parce que au fond, il est acquis que des modèles d'entreprise ou même des modèles politiques qui s'appuient sur des profits qui nuisent au collectif à long terme ne sont pas viables. Ils sont à terme condamnés par le consommateur, les employés, les actionnaires. Et puis, à terme, les réglementations, finalement, forceront les entreprises à changer. Il y a une question qui est intéressante, c'est pourquoi la crise, finalement, a renforcé cette aspiration à des modèles plus soutenables. Ça n'avait pas été le cas de la crise précédente. Donc, il y a quelque chose qui est propre à cette crise. Ça, c'est un des débats sur lesquels je pense que ça serait intéressant d'avoir vos réactions. Clairement, je crois que la crise sanitaire, c'est un peu un cas d'école d'externalité, et ça a renforcé un petit peu l'idée qu'effectivement, on peut se coordonner pour avoir des changements d'habitude drastiques qui permettent de s'adapter et d'améliorer, finalement, la vie collective face à des chocs externes. Il y a eu un peu aussi l'impression d'une vulnérabilité face à du danger physique que la crise financière n'avait pas du tout éveillé chez les gens. C'était très intangible, au fond, cette crise des subprimes. Il y a eu des morts quand même cette fois. Exactement. Alors, comme économiste, il m'appartient de poser un peu les choses au-delà du discours un peu aspirationnel. Et ce qui me choque un petit peu comme économiste parfois, c'est une espèce de complaisance dans le discours gagnant-gagnant. C'est-à-dire l'idée que l'écologie n'a pas à être punitive, que finalement, on peut trouver des solutions qui sont gagnant-gagnant, qui sont bonnes pour les actionnaires, pour le consommateur, pour l'emploi, pour la santé. Et donc, souvent, il y a une sorte de refus de poser un petit peu les arbitrages qu'il faut faire et l'idée qu'il y a des trade-offs, il y a des coûts et des bénéfices, et puis il y a des priorités à choisir. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Et le premier qui rentre en plein dans notre sujet, c'est celui du numérique. C'est-à-dire qu'on sait que le numérique, laissé un petit peu comme ça à lui-même dans son travail sur le marché du travail, accentue les inégalités. Il accentue la polarisation du marché du travail avec la disparition des jobs qui sont au milieu de la distribution des salaires, et puis une polarisation avec d'un côté des jobs très qualifiés qui tirent parti du numérique, et puis des jobs de certifiés qui, eux, ne sont pas vraiment complémentaires du numérique. Et donc, en un sens, voilà un exemple où on ne peut pas à la fois dire aux entreprises automatisez-vous, enfin modernisez-vous, et en même temps dire il faut arriver à penser la question de l'emploi et des externalités que tous les choix économiques qu'on fait ont sur le marché de l'emploi. Un autre exemple, très souvent les investisseurs socialement responsables tiennent un discours un peu marketing sur le thème c'est à la fois bon pour vos rendements et bon pour la société d'investir de manière socialement responsable. Mais il y a plein de cas où c'est presque une affirmation logique où parfois une entreprise peut être amenée à arbitrer pas seulement entre des profits plus élevés à long terme et plus faibles à court terme, mais simplement renoncer à des profits même à long terme et faire des choix qui sont bons pour la société, mais qui impliquent une baisse de la valeur de l'entreprise au sens de la somme des profits futurs qu'elle peut générer. Et donc là aussi, c'est un exemple où je trouve qu'on a souvent une réticence à poser les arbitrages qui sont nécessaires. Et donc voilà, ce à quoi je voudrais vous inviter, c'est à sortir un petit peu de ce flou artistique qui est souvent entretenu autour de ces concepts de soutenabilité, qui est un peu un mot valise dans lequel on fait entrer beaucoup de bonnes intentions sans toujours mettre à jour les arbitrages et la manière de définir des priorités. Est-ce qu'on on met une priorité sur l'emploi dans cette sortie de crise, ou bien est-ce qu'on veut que nos entreprises se modernisent, automatisent, est-ce que les emplois relocalisés doivent être dans des usines fumantes à l'ancienne, ou bien dans des usines très automatisées, etc. Et donc, je m'arrêterai là, parce que le temps est très compté, et je suis curieux d'entendre nos invités un peu poser sans tabou cette question de l'entreprise soutenable, son adaptation aux transitions, mais aussi en posant un petit peu les questions qui dérangent.
Merci beaucoup, Augustin. Effectivement, donc on voit que dans votre introduction, vous voulez qu'on aille finalement au-delà du discours un peu bien pensant et qu'on rentre vraiment dans, on va dire, dans le vif du débat pour, voilà, chacun va développer ses C'est un idées peu ça, mais c'est une pour invitation. avoir ses positions, voilà, avoir du franc-parler et aller au fond des choses. On va continuer avec Filippo Di Moro. Donc, vous allez nous parler effectivement donc de ces politiques et notamment de leurs limites, parce qu'il y a aussi des dangers à mettre en place finalement ces politiques. On vous écoute, Filippo. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être là. Je suis malheureux de ne pas être avec vous à Aix, en Provence. Mais la prochaine fois, je vais vous dire trois choses. En poursuivre ce que Augustin vient de nous dire. Le premier, c'est que nous allons renforcer la productivité. Le deuxième, capitaliser sur cette expérience de la crise financière mondiale. Et le troisième, le besoin d'éviter de faire trop de surenchère. Je vais revenir à la productivité. C'est bien d'avoir un débat aujourd'hui sur la productivité parce que la productivité n'est tout le monde y est inquiet de cette productivité, de l'emploi, le business, mais la productivité de l'État bientôt va devenir le thème le plus important sur lequel il faudra se pencher. Il va falloir faire des choix difficiles en termes de cette couverture que l'environnement institutionnel, les gouvernements vont mettre sur les entreprises. Parce que bientôt, nous allons devoir revenir à des mécanismes de marché qui vont fonctionner comme auparavant. Parce que nous voulons éviter les problèmes qui créent nous voulons avoir un mécanisme qui peut rapidement nous permettre de sortir de cette crise. Et évidemment, il y a une sortie de crise, mais il nous faut qu'on revienne à notre environnement habituel. Donc, retourner vers la productivité et analyser ce que l'on peut faire pour l'encourager le plus rapidement possible. Le deuxième point porte sur les leçons que nous devons tirer de cette crise financière mondiale. Vous avez parlé du fait que je dirige un réseau important où on regarde à des millions dans sociétés qui réunissent des informations. Maintenant, on a plusieurs observatoires en Europe, des informations sur la manière dont on a des résultats, dont on a des résultats au cours des dernières décennies. Donc, le résultat n'est pas si dramatique que ça. On sait que la croissance économique était lente, mais la productivité était assez basse et allait même s'arrêter à un état de stagnation dans les années à venir. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est s'assurer que on ne revienne pas en arrière. Donc le Covid est une excellente opportunité pour relancer la productivité et le capital et en incluant les innovations environnementales, écologiques. Donc, ce que disait Augustin, c'est que pourquoi cette crise est différente des autres? Parce que nous avons appris qu'on peut travailler à distance maintenant. On connaît l'importance des innovations technologiques. Ça nous a donné l'espoir que l'on pourra se relever cette croissance économique. Donc ça, c'est ma réponse là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est sur l'emploi. Il faut être attentif et ne pas trop réfléchir au paysage de l'emploi que nous allons créer dans le futur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas
si nous avons maintenant, bon, évidemment, un choc technologique énorme, mais comme dans le passé, tous les chocs technologiques sont capables de détruire des emplois, mais aussi d'en créer. Donc, mon conseil là-dessus, c'est de dire que ne réfléchissez pas trop à ce qui va se passer avec le paysage de l'emploi. Pensez surtout à ce qu'il faut faire pour avoir un bon système qui peut accroître la productivité en utilisant les opportunités d'innovation technologique. Je vous remercie. Beaucoup, en tout cas, merci d'avoir respecté le temps, surtout vraiment, je redis encore pour tous les autres intervenants, merci de cette contrainte respectée. Alors, on va enchaîner avec vous, Benoît Grisoni. J'imagine que les propos d'Augustin Lanzier ont dû vous faire réagir, puisque avec votre regard, on va dire, de banquier, par rapport à ce qu'il a dit sur le côté, finalement, il faut aller au champ des choses, il ne faut pas simplement faire de l'affichage. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez? Non, mais c'est la bonne, pour moi, c'est la bonne question. C'est-à-dire que, en fait, je pense que les transitions, moi, vu de ma fenêtre, je suis pas économiste, donc je suis désolé, j'aurais pas forcément la même profondeur de réflexion. Mais moi, ce que je vois de ma fenêtre, c'est qu'en fait, les transitions, elles sont portées par les citoyens, les clients, les consommateurs. Et ce qu'on voit très clairement, et c'est pas une nouveauté, mais il y a évidemment à travers nos comportements des choses qui sont parfois contradictoires, et en tout cas, il y a plusieurs aspirations évidemment qui se cumulent. Comme quoi alors, par exemple? Comme par exemple la recherche de services de plus en plus efficaces, de temps réel, de disponibilité permanente, de prix pas cher, de pouvoir d'achat, etc. d'un côté. Donc pour moi, que j'aurais tendance à attacher avec la question de l'efficacité. Et puis de l'autre côté, il y a en effet, on l'a dit, on va pas faire semblant de pas être d'accord sur le sauvegarde de la planète, ce serait quand même dommage. Donc après, on est évidemment tous tirés par tout un tas de valeurs et de choses. C'est contradictoire? Non, moi, comment je le résous à ma petite fenêtre de pure player digital, puisque finalement, la transition, nous, on est parti finalement de cette solution dès le départ, donc on emploie finalement assez peu de personnes, c'est vrai, par rapport à une banque traditionnelle. Boursorama, c'est 800 collaborateurs en interne pour 2,5 millions de clients. C'est beaucoup moins, évidemment, qu'une banque traditionnelle. Moi, je ne crois pas que l'inefficacité puisse servir de programme. Donc, de toute façon, à mon avis, cette partie-là n'est pas négociable. À mon avis, il faut qu'on soit toujours plus efficace. Et même vu de ma fenêtre, je pense qu'on a un boulevard encore d'amélioration grâce aux technologies, grâce aux innovations. On parlait de la crise. Nous, on a pu tester un certain nombre de choses de manière très pratique, très rapide, notamment le télétravail, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, le télétravail, si on le généralise pour les équipes, par exemple, de production, ça change radicalement la qualité de vie des collaborateurs et ça peut créer des effets de levier vraiment formidables. Et après, pour réconcilier notre deuxième partie du cerveau, moi, la seule, à mon petit niveau, c'est que je pense que ça ne viendra que par les clients, encore une fois, et donc c'est les offres qu'on propose, les process qu'on développe, qui doivent évidemment être de plus en plus, répondre à des choses qui ont du sens. La moitié des nouveaux clients qui nous rejoignent ont 32 ans, donc ils sont absolument dans cette mentalité de vouloir changer les choses, ils cherchent du sens, et donc ça passe par des placements. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure. Des placements verts, c'est ça? Voilà, alors il y a des labels qui sont maintenant de plus en plus quand même, qui commencent à arriver, comme des labels ISR, des choses comme ça. Et donc nous, l'objectif, c'est vraiment de faire bénéficier à nos clients, mais pour des raisons clairement commerciales. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas... Moi, je pense qu'il ne faut pas être dans la démagogie. Moi, je suis pragmatique, je vois que les gens ont besoin de ça. Je pense que nous, notre rôle après, c'est par contre d'être très exigeant sur le fait que les offres qu'on met à disposition répondent réellement à des critères qui soient des critères de responsabilité, parce que je crois que c'était dans la présentation, c'est un peu des mots valises, finalement on peut y voir plein de choses, il y a des problèmes de taxonomie quand même pour savoir exactement comment est-ce que... Le grand mot est lâché, taxonomie. Non, mais, ou référentiel, appelons-le comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà, les référentiels c'est bien gentil, mais enfin si... Donc chacun aujourd'hui finalement a les siens, ça pour un peu expliquer ce que c'est, ça veut dire qu'on n'a pas de quelque chose d'harmonisé au niveau européen. On parlait tout à l'heure d'être un peu franc... Si à la fin on a envie d'exclure complètement des secteurs de l'activité économique parce qu'aujourd'hui le carbone ne nous plaît pas, c'est bien, mais d'un autre côté c'est socialement probablement un sujet. Donc, par exemple, est-ce qu'on n'investit plus chez Total ou des choses comme ça? Exactement. Mais donc du coup on essaye de trouver des manières finalement d'aligner les intérêts de tout le monde et de faire en sorte qu'il y ait une symétrie, qu'on puisse gérer cette transition. Donc ça ne me gêne pas, mais il faut que le label en l'occurrence soit un label sur lequel on puisse s'appuyer. Si par exemple je décide de faire des prêts écologiques, ce qui est le cas chez Boursorama, vous pouvez avoir un prêt personnel. Si vous le faites pour par exemple changer l'énergie de votre appartement ou votre maison, moi j'ai intérêt à vous faire un taux qui soit amélioré. Et donc je pense que j'ai plein d'effets de levier sur toute la dimension de l'offre. Je peux créer des cartes bancaires qui sont plus des cartes bancaires physiques, ce qui quand même génère quand même encore moins de papier et moins de production. Donc on a un boulevard. Donc c'est à nous d'être innovants, d'apporter des solutions qui vont plaire à nos clients parce qu'ils y verront un sens. Et je pense que quand on a la chance d'avoir
beaucoup de clients, et ben, l'effet de levier, petit à petit, à mon niveau à moi, en tout cas, je pense que c'est comme ça que je peux changer les choses, en fait. Donc, du coup, cette transition, elle se rend plutôt positive pour la productivité, d'après vous? Pour moi, je dois être le plus efficace possible, ce qui est quand même la condition de la pérennité de l'entreprise et donc de l'emploi qu'on a créé dans le passé. Moi, à mon petit niveau, ma première obligation, c'est d'abord de garantir l'emploi de mes collaborateurs. Et après, j'ai mes clients et mes clients, eux, peuvent servir d'absolument fantastique effet de levier, ce qui me permettra de les fidéliser, d'en avoir encore plus. Et eux, ils auront contribué à travers des produits de solidarité, des produits d'épargne qui vont dans le bon sens. Peut-être qu'un jour, on sera même dans l'obligation de fermer les robinets sur des produits qui, eux, ne le seraient pas. Par exemple, alors? Sur les placements, on en a parlé. Voilà, si on dit demain, moi, je veux une assurance vie dans laquelle il n'y a que des produits à l'intérieur qui sont ISR, pourquoi pas? Aujourd'hui, on a des mandats 100% ISR, mais c'est une offre complémentaire. Donc la question après, c'est est-ce que ça peut carrément remplacer complètement l'ensemble de l'enveloppe? Donc, est-ce que vous pourriez être complètement vert? Il y a la Banque Postale qui le fait, qui veut être complètement verte vraiment dans ses investissements. Peut-être qu'elle s'est donné cet objectif-là. Je pense que c'est bien de l'avoir. Après, moi, j'aime bien les trucs concrets qu'on a déjà fait. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais je pense que c'est ça l'angle, en tout cas, qui, moi, me paraît important. C'est d'arriver à offrir pour chacune des verticales que je propose des produits qui ont du sens et qui répondent à des critères qui soient surtout indiscutables et dans une cohérence d'ensemble. Parce que si vous voulez, après, il y a aussi la question de l'accessibilité aux produits bancaires, les frais d'incident. Enfin, après, on pourrait en parler des heures. Donc, je m'arrête. Merci beaucoup, Benoît. On reviendra de toute façon vers vous au moment des questions-réponses, puisqu'on aura, après cette partie, on va dire, un peu magistrale, donc des questions-réponses, et notamment avec vous qui nous écoutez. Donc, envoyez vos questions. On en a déjà reçu un certain nombre. On va enchaîner avec vous, Karim. Donc, Karim Tadjedine. Vous avez, vous aussi, donc votre point de vue, évidemment, sur toutes ces questions, notamment sur le marché du travail, qui vraiment aujourd'hui, on le sait, en plein bouleversement, et ça va forcément avoir un impact sur cette productivité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Et cette crise du Covid qui nous fait changer, effectivement, de façon de voir les choses. Merci Isabelle. Effectivement, cette question de l'emploi, moi, j'ai pu la voir à travers différents angles, à travers l'action des gouvernements, à travers l'action de nos clients, les entreprises, également à travers le monde associatif. Et c'est vrai, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, des éléments de constat et puis des propositions de réflexion et d'action. Je pense sur le constat, ce qui est assez particulier aujourd'hui en matière d'emploi, c'est qu'on voit qu'il y a 4 crises, en fait, 4 mutations un peu profondes qui interviennent en même temps. On a un cas assez particulier en France, un peu historique, c'est des difficultés d'adaptation entre l'offre et la demande au niveau du bassin d'emploi, au niveau des métiers. Alors on sait que par exemple, il y a 50% des employeurs qui disent avoir du mal à recruter, avec en parallèle un taux de niveau de chômage des jeunes qui est très élevé par rapport à nos comparables, une sorte de double paradoxe. Et les gens ne sont pas très mobiles aussi, c'est vrai. Ouais. Alors le deuxième mutation très forte qu'on a commencé à évoquer, c'est tout ce qui est mutation technologique, avec l'accélération notamment transformation digitale, aussi automatisation. Et je pense que cette crise-là, cette mutation-là, elle est quand même d'une nature assez différente des précédentes. C'est-à-dire que quand on regarde, au fond, nous, on pense qu'il y a moins de 10% des métiers qui seront complètement automatisés, qui vont disparaître et qui seront sans doute assez compensés par la création de nouveaux métiers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on ouvre le capot des métiers, là, il y a des activités et il y a des compétences. Pour donner un exemple qui va parler à Benoît, par exemple, quand on regarde un conseiller bancaire, il fait de l'accueil, il fait de remplissage, il fait de l'action. Et c'est vrai que quand on regarde ces activités, en fait, il y a à peu près 2/3 des salariés pour qui il y a une majorité de l'activité qui va profondément bouger. Donc, en fait, cette mutation qui s'annonce, tout le monde va y être confronté comme on n'y a jamais été confronté au préalable. Et c'est vrai qu'il va y avoir un effort massif pour accompagner l'ensemble des salariés par rapport à l'évolution des compétences et des métiers dont ils vont avoir besoin. Il faut de la formation, il faut de l'adaptabilité, quoi. Ouais, beaucoup de formation, et j'y reviendrai, parce qu'on va commencer à le faire. La troisième mutation, vous l'avez évoqué Isabelle, on l'a essayé de l'évoquer dans la note qu'on vient de publier aujourd'hui sur la transition climatique, c'est que c'est vrai qu'on est aujourd'hui très proche de mutations climatiques majeures. Maintenant, à 2030, à 2050, on commence à voir des effets très significatifs d'évolution climatique. On sait que typiquement Marseille sera sans doute dans des conditions climatiques qui sont plus proches de celles qu'on rencontre aujourd'hui en Afrique du Nord. Et c'est vrai que les conséquences que ça va avoir d'abord sur le secteur agricole, sur le secteur du tourisme, et ensuite par répercussion sur le secteur de l'assurance, sur le secteur bancaire, sur le secteur du transport, va être massive. Et du coup, c'est aujourd'hui aussi qu'il faut commencer à anticiper les mutations qui sont liées à ce pivot climatique qui va être majeur pour toute la zone méditerranéenne et toute l'Europe. Et sur ces 3 mutations arrive le Covid. Alors, on sait que le Covid, quand on regarde au niveau européen, il y a à peu près le quart des emplois qui ont été directement impactés, c'est-à-dire limitation d'activité, chômage partiel. C'est massif, c'est sans précédent.
Et quand on regarde un peu plus en détail, c'est vrai que cette évolution du Covid, c'est que Benoît aussi l'a évoqué, le premier sujet, c'est tout ce qui est télétravail, hein, forcé pour tout le monde. Pour 50% des Européens, c'est la première fois pour beaucoup qui télétravaillaient. Et on sait qu'en moyenne, 2 tiers à 80% étaient contents. Oui, les gens sont très contents. Satisfaisante, à peu près. Il y a un d'ailleurs, tiers il y en a qui veulent continuer. Qui veulent continuer. Ensuite, on voit qu'il y a des secteurs qui se sont arrêtés complètement. On leur a demandé de s'arrêter. Oui, mais tous les loisirs, c'est arrêté. Et en fait, le troisième élément, c'est que par rapport aux mutations digitales que j'indiquais tout à l'heure, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, à peu près en 3 mois, il s'est passé 5 à 6 ans de mutations normales. C'est-à-dire en matière de paiement sans contact, en matière de paiement en ligne. En fait, ce qu'on a vu en 3 mois, c'est ce qu'on s'attendait à voir dans 5 ou 6 ans. Alors, on sait que dans certains cas, c'était forcé, les gens vont revenir en arrière, mais quand les gens sont contents, ils vont rester. Et du coup, là-dessus, ça a un effet d'accélération des mutations qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, face à ça, un peu la question, c'est du coup, que faire ? Nous, la première chose qu'on voit, c'est que c'est vrai qu'au niveau des entreprises, on est face, et vous l'avez évoqué Isabelle, à un effort de reformation sans précédent. C'est-à-dire que ces problématiques de montée en gamme de des salariés, c'est devenu un enjeu d'ordre 1. Les montants qui y sont investis sont aussi sans comparable par rapport à ce qui existait avant. Et ça se fait dans des échéances de temps qui vont de 1 à 2 ans, parce que tout le monde a conscience que le rythme ne cesse d'accélérer. Ça, c'est la première évolution. Deuxième évolution, se pose aussi la question de l'adaptation de notre système de formation et de développement, comment on le rend plus agile, plus rapide pour faire face à cette évolution. Et le troisième point, je voudrais revenir au point d'Augustin là, qui nous interpellait sur le discours un peu de concilier court terme et long terme. Ma conviction, c'est qu'on est quand même face à une fenêtre historique où sur certains sujets, on peut arriver à réconcilier les objectifs de court terme sur les 2-3 prochaines années, qui est de générer de l'activité, des investissements du CAPEX pour faire face et compenser, avec le besoin d'investissement plus global pour répondre notamment aux enjeux de transition environnementale. Alors, Thierry, dans la convention, plusieurs sujets sont ressortis, mais je pense typiquement à la question du fret ferroviaire. Et aujourd'hui, on est à 9% dans tout ce qui est transport modaux. Pourquoi pas doubler 18-20%, et du coup faire l'effort aujourd'hui de pivot nos systèmes ferroviaires. Ça, c'est une vieille question, le fret ferroviaire, pourquoi ça ne marche pas ? La question de l'e-santé, nous aussi, on estime qu'il y a sans doute 20 à 30 milliards d'activités que nous, en France, on pourrait aller faire. Ça, c'est pas mal développé, la téléconsultation, avec le Covid, pour le coup. Beaucoup plus. Je reviens sur ma norme de 5 à 6 ans. C'est-à-dire, on est là aujourd'hui, très au-delà de ce qu'on avait anticipé, mais maintenant comment on consolide et on met ça à l'échelle. Et de manière un peu plus générale, on pense que sur tout ce green package, il y a vraiment moyen d'accélérer aujourd'hui dans les 2-3 prochaines années les investissements pour tenir nos objectifs et arriver pour une fois à anticiper cette crise d'après qu'est la crise de la transition climatique. Merci beaucoup, merci infiniment donc Karim Tadjedine. On va enchaîner avec Geoff Tilly, donc vous êtes avec nous par visioconférence. On vous écoute, donc je pense que vous avez pas mal de choses à nous dire, peut-être des réactions par rapport déjà à tout ce qui a été dit par les différents intervenants. Non, nous sommes désolés, mais la réception en cabine ne permet pas la traduction. Nous sommes désolés, la réception en cabine ne permet pas la traduction. Tout à l'heure, on va enchaîner, donc, puisque le temps nous est compté, avec vous, Jean-Jacques Barberis d'Amundi. Alors merci beaucoup. Moi, je voudrais peut-être revenir d'abord sur les questions qui ont été posées par Augustin Landier au début. D'abord, sur la remarque qu'il faisait en disant qu'on était à un moment où, d'une certaine manière, la bataille idéologique avait été gagnée, où on est tous d'accord que la soutenabilité est le chemin. Je suis pas du tout certain qu'on soit déjà dans ce moment gramscien-là où la bataille idéologique est gagnée. Alors, on l'est peut-être en France en partie, peut-être qu'on l'est en Europe en partie. Je suis pas du tout certain qu'on le soit dans d'autres géographies. Donc, d'une certaine manière, même si on peut espérer qu'on a fait des progrès dans la période récente, je pense qu'il n'est pas du tout temps de baisser les armes sur le sujet. Il y a encore du chemin à faire. Oui, il y a du chemin à faire et puis je pense qu'il ne faut surtout pas désarmer. Parce que je pense qu'un élément qu'Augustin a souligné, ce qui est rassurant d'une certaine manière, c'est qu'on avait vu lors de la grande crise financière que le sujet environnemental qui était sur la table avait été brusquement mis hors de la table. L'échec de la conférence de Copenhague en était un excellent exemple. Là, on a l'air de voir que pour la première fois, effectivement, face à une crise économique et sociale d'une ampleur sans précédent, le sujet environnemental demeure sur la table. Mais d'abord, il est peut-être un tout petit peu tôt pour en être totalement certain. Et je pense qu'il faut être sur ce sujet assez prudent. Après, si on essaie de répondre à la question de savoir pourquoi
on en est au moment où on peut considérer que néanmoins le sujet demeure. Je pense qu'il y a deux effets. Bon, d'abord, il y a un effet de temps, il y a un effet historique, c'est-à-dire Rio, la convention de Rio 92, c'est presque une génération derrière nous maintenant. Et donc, c'est simplement le résultat d'une maturation historique. Et deuxièmement, ça c'est ce que disait Karim, je pense qu'il y a effectivement eu des effets de cristallisation extrêmement forts sur le sujet du fait de la crise du Covid, qui pourront aider, espérons-le encore une fois, à ce que le sujet demeure sur la table. Dès lors, la question qu'on peut se poser, c'est si on considère qu'effectivement, on va résolument s'engager dans la transition environnementale, quels sont les impacts qu'on peut anticiper sur l'emploi? Alors, je ne vais pas être dans le discours béni oui-oui, si on regarde néanmoins ce qui sort des travaux qui ont été faits, par exemple, par l'OIT, on voit qu'il y a un effet net positif, on va dire à minima, c'est stable. L'effet sur l'emploi est stable. Par contre, quand on rentre dans le détail, ça recouvre des effets de redistribution sectorielle et géographique qui sont absolument majeurs. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le fonds de transition juste, qui est au cœur du projet de relance européenne en ce moment, est un outil qui a vocation à répondre à ça. Donc je pense qu'il ne faut pas se mentir, s'engager dans la transition a des effets redistributifs extrêmement violents, potentiellement extrêmement forts sur l'emploi, et il faut pouvoir s'y préparer, et là on aboutit effectivement à des questions d'arbitrage qui peuvent être absolument redoutables. Et moi j'ai une conviction, c'est je pense que la question de l'acceptabilité sociale de la transition, ça va devenir, pardon, je vais utiliser un grand mot, mais je l'assume totalement, l'un des enjeux fondamentaux du contrat social du 21e siècle et du contrat également qu'une entreprise passe avec ses salariés. Ça, je suis convaincu que c'est un enjeu vraiment fondamental qui est devant nous, y compris dans la manière dont on fait évoluer les modèles d'affaires, pour pas dire business model puisqu'on parle en français, et également les rapports qu'on a avec les salariés. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs avec la recherche de sens qui est très demandée par les jeunes générations notamment. Oui, mais je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que fondamentalement, aujourd'hui, si je me place dans ma situation d'investisseur, parce que nous, on investit dans les entreprises, fondamentalement, aujourd'hui, nous, on est déjà de plus en plus attentifs et on essaie de plus en plus intégrer dans nos décisions d'investissement la manière dont les entreprises s'engagent dans la transition. Mais ce qu'on va de plus en plus essayer de faire demain, c'est essayer de voir aussi comment, par leur action, elles participent à l'acceptabilité sociale de la transition. Par exemple, je prends un exemple très simple, Oui. Vous êtes une grande société énergétique, vous fermez vos usines de production de charbon parce qu'on sait que le charbon est incompatible avec les objectifs scientifiques. Qu'est-ce que vous faites des salariés ? Alors la Comment vous réponse, les c'est quoi accompagnez ? la Non, mais réponse? Comment vous préparez ça ? C'est-à-dire comment vous investissez dans le capital humain demain pour préparer effectivement qu'il y a une acceptabilité sociale au sein même de l'entreprise pour ça. Il y a des exemples français qui l'ont mené, je ne vais pas citer d'entreprises françaises, mais qui ont essayé de mener ces politiques-là. Et je pense qu'on y sera de plus en plus attentif. Et ça me permet de répondre à la dernière question qui était posée par Augustin, qui était de dire est-ce que en effet on peut réconcilier, ça peut être win-win, donc ça veut dire on peut avoir à la fois le retour financier et la performance environnementale. Je pense que c'est une question extrêmement complexe. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, là, à l'instant donné, oui, c'est gagnant-gagnant, mais pour une raison qui est peut-être pas une raison très agréable, mais qui est une raison pratique, c'est parce qu'il y a un effet de demande. Je m'explique simplement, c'est-à-dire à partir du moment où les investisseurs, qu'ils soient investisseurs, clientèle de détail ou investisseurs institutionnels, demandent de plus en plus dans leurs investissements, d'investir dans des entreprises qui ont une performance environnementale meilleure que les autres, ça crée un effet de demande qui a un impact sur les prix. C'est l'effet Tesla. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, on est capable de vous démontrer que pour des entreprises européennes, aujourd'hui, celles qui ont une meilleure performance environnementale et sociale, elles ont un prix des actions qui est relativement plus élevé et le coût du capital est relativement moins cher que les autres. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est un effet transitoire parce que quand tout le marché aura basculé, et il faut souhaiter qu'il bascule en entier, à ce moment-là, ça se refermera et l'impact sur les prix ne sera plus là. Mais aujourd'hui, à court terme, on ne peut que recommander à un investisseur d'investir dans des entreprises qui ont un meilleur profil social et environnemental et en dépit même des préférences qui peuvent être les siennes sur le sujet. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que pour reprendre le point de Karim, ça peut peut-être participer à ce qu'on trouve aujourd'hui à court terme, des solutions qui vont nous aider à moyen terme, sans néanmoins sombrer dans un optimisme béat qui, je pense, serait extrêmement dangereux. Merci beaucoup à vous, donc Jean-Jacques Barberis. On va terminer avec vous, Thierry, puis on viendra peut-être retrouver tout à l'heure donc Geoff Tilley. C'est bon, ce sera bon tout à l'heure. Alors, d'accord, on entend d'abord Thierry peut-être quand même. Donc Thierry, vous allez revenir évidemment sur tout ce qui a été dit, notamment finalement nous dire comment on peut aujourd'hui rendre cohérents ces horizons temporels de politique d'emploi climatique dans ce contexte de crise qu'on connaît quand même encore fortement.
J'aime bien la façon dont Augustin a introduit le débat, parce que ce consensus post-friedmanien, comme il l'a dit, il vous a un peu bousculé, hein. non, je crois que je crois qu'il a complètement raison. Il y a un consensus dans les têtes, dans les élites économiques, politiques, c'est très bien. Mais la réalité est tout autre. La réalité est beaucoup plus difficile, Nuancée, beaucoup plus ouais. tendue. Et Jean-Jacques a raison. Si on commence à regarder tout ça comme une bataille gagnée, on va la perdre. La vérité, c'est ça. Dois-je vous rappeler qu'il y a 2 ans d'ici, les rues étaient pleines de gens qui hurlaient contre une augmentation de la taxe carbone, qui, du point de vue des politiques publiques, était une réponse imparfaite, pas assez redistributive, tout ce que vous voulez, mais c'était une réponse précisément au défi du changement climatique. Donc les choses ne sont pas si simples. Elles le sont encore moins, évidemment, quand on est dans une situation de crise économique. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure, en 2008, on a fait des choix d'urgence économique au détriment de l'urgence climatique. Et on a pris du retard sur la trajectoire qu'on devait suivre, qu'on devait poursuivre, puisqu'on n'y était pas, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le bilan de 2008, le bilan de la réaction des politiques économiques à 2008, c'est un bilan brun, c'est pas un bilan vert. Bon, c'est un bilan insuffisamment vert et beaucoup trop brun. Donc arrive la crise du Covid, arrive une crise économique d'une ampleur que personne n'avait prévue naturellement, ni soupçonnée. On n'a pas encore tout vu d'ailleurs, hein. Bien sûr. Et là se passe quelque chose d'assez surprenant, d'assez inédit, c'est-à-dire que les politiques écologiques ne sont pas mises sur le reculoir. Elles ne sont pas mises sur le reculoir. Pourquoi ? Plusieurs facteurs ont été avancés dans la discussion. Il y en a un qui peut-être ne l'a pas été, c'est que la crise climatique est déjà en train de s'inscrire dans l'expérience de quantité de personnes, de territoires, d'agents économiques. Il y a quantité de terres agricoles qui sont sous stress hydrique depuis plusieurs mois. Je vous rappelle qu'en février, il faisait 28 degrés dans les Pyrénées-Orientales et dans le Var. Enfin, ces phénomènes-là, le moustique tigre, qui est un insecte vecteur de maladies, était installé dans 3 départements français il y a 15 ans. Il est installé aujourd'hui dans 45 départements français. Donc, les faits sont là et s'inscrivent dans l'expérience vécue des gens. Et ça change beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est un des facteurs qui explique que les politiques écologiques et continuer à s'imposer malgré la crise économique. Puis il y a un facteur européen, parce que je crois qu'il y a une réaction, il y a un concert de réactions européennes plutôt convergents sur ce point. Mais ça reste difficile. Et je pense que quand vous appréciez la situation du point de vue de l'allocation des ressources publiques, vous êtes dans une situation très, très compliquée, qui est une nouvelle tragédie des horizons, pour reprendre les termes de la théorie économique. C'est-à-dire que vous avez besoin, pour traiter l'urgence économique, de prendre un certain nombre de décisions à effet très rapide pour sauver l'emploi, et pour le sauver y compris dans les secteurs très carbonés. L'aéronautique n'est pas un secteur décarboné. L'automobile n'est pas encore un secteur décarboné. Donc, et on vient de procéder à des plans de sauvetage où l'État pompier a fait ce qu'il avait à faire du point de vue de l'urgence économique. Mais en mettant quand même des conditions de fermeture dans l'aéronautique. Voilà, et dans l'automobile, en effet, prime à la conversion un peu verdie. Bon, on aurait pu faire un peu plus, mais vous avez raison, ça existe. Mais enfin, l'urgence économique, elle commande d'aller au secours de secteurs qui sont pas les plus exemplaires de ce point de vue-là. Et si vous faites ça, vous risquez de prendre du retard, en effet, sur l'autre front qui est celui de l'urgence climatique. Alors comment on est dans la situation de l'âne de Buridan. Vous savez, l'âne de Buridan, dans la philosophie médiévale, c'est cet âne qui meurt de soif et qui meurt de faim, et il est à égale distance d'un seau d'avoine et d'un seau d'eau, et plus il s'approche de l'avoine, plus il s'éloigne de l'eau, et plus il s'approche de l'eau, plus il s'éloigne de l'avoine. Donc le risque pour lui de mourir est très grand. Et nous sommes exactement dans cette situation. Donc comment concilier les conditions de notre survie, l'avoine et l'eau, l'urgence économique, l'urgence écologique. C'est ça le dilemme du temps. Et il ne faudrait pas laisser penser que c'est simple. La transition écologique, elle présente un coût, parce qu'il faut changer du capital carboné pour du capital décarboné. Il faut changer de voiture, très concrètement, pour des millions de gens. Il faut changer, sinon de maison, les rénover. Donc tout ça a un coût, et ces gens vont devoir être accompagnés. Donc ne mentons pas au public. C'est un coût, c'est difficile, et résoudre ce dilemme est compliqué. C'est la tâche de la génération des décideurs politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors il y a quand même... D'ailleurs, le gouvernement le dit, Bruno Le Maire a dit la reprise sera décarbonée. Ils essayent.
Oui, enfin, le futur est le temps des prophètes. Je ne suis pas sûr que ce soit celui des ministres de l'économie. Il faudrait nous dire comment. Et moi, je crois qu'il faut mettre l'accent sur les politiques présentant des co-bénéfices évidents. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est une politique qui présente des co-bénéfices. Il y a des bénéfices de réduction des gaz à effet de serre tout à fait évidents, mais vous avez aussi d'importants bénéfices de création d'activités économiques parce que c'est autant d'artisans, de TPE, de PME qui demain vont faire de la rénovation globale. En plus, il va falloir qu'ils montent en gamme, qu'ils apprennent à faire des choses que souvent aujourd'hui ils ne savent pas faire. En termes de productivité, en termes de contenu des métiers, c'est extrêmement favorable. Engageons-nous dans cette direction. En plus, ça présente des bénéfices sanitaires. On vit mieux dans des maisons où on n'étouffe pas l'été, où on grelotte pas l'hiver. Et puis on fait des économies accessoirement aussi. On fait bien sûr, les ménages font à terme des économies. Ils ne les font pas tout de suite. Voilà. Hein, ne mentons pas là encore. C'est d'abord des coûts, des efforts, et ensuite, bien sûr, des bénéfices. Le monde d'après est meilleur. Mais le chemin qu'il faut faire pour arriver au monde d'après n'est pas non plus complètement semé de roses. La transformation du parc automobile pour un parc de véhicules plus propres, c'est pareil, il y a des co-bénéfices évidents. Mais il faut, je crois, garder à l'esprit que tout ça suppose un effort collectif. Et cet effort, il faut le répartir. Parce que les risques jumeaux face auxquels nous sommes, c'est quoi? C'est que si on sacrifie une urgence économique à la politique climatique, ce qui ne se prépare pas, mais on va mettre des classes moyennes, des classes populaires dans une situation très difficile et elles risquent d'être les premiers artisans d'une réaction anti-écologique, parce qu'elles seront trop perdantes au jeu. C'est aussi pour ça que la Convention citoyenne pour le climat, dont je peux parler un instant, a fait autant d'efforts pour, en pensant à ces publics-là, créer des alternatives, créer des accompagnements, créer des aides. C'est pas simple, mais si on laisse ces gens sur le bord de la route, alors c'est fichu. Et l'autre risque, bien sûr, c'est celui de négliger la transition climatique et de se retrouver, pas dans 50 ans, dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, devant des catastrophes climatiques très nombreuses. Vous savez, il faut parler concrètement de ces choses-là, parce que sinon on ne comprend pas. Les tempêtes cévenoles, de l'intensité qu'on connaît aujourd'hui depuis une dizaine d'années, c'est absolument dramatique. Les vagues submersives du côté des Charentes-Maritimes ou même sur les côtes bretonnes, ce sont des dégâts considérables. Je donne ces deux exemples. Je pourrais donner les inondations, je pourrais donner les incendies de forêt dans l'Europe du Sud. Bon, on est face à des facteurs géophysiques d'une intensité et d'un danger absolument majeur. Il faut garder ça à l'esprit sans cesse parce que les coûts économiques de ces phénomènes-là, dans 10-15 ans, seront, voilà, ce qu'on vit aujourd'hui sera considéré comme mineur par rapport à ce qu'on devra affronter dans quelques années. Merci beaucoup, merci Thierry Pêche. On va donc rejoindre, je pense, Geoff Tilley. Vous nous entendez cette fois? On va peut-être vous entendre aussi avec plaisir. Oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Hello? Alors, je vais démarrer. Donc, la crise économique est effectivement très compliquée. Nous voyons les gouvernements, la réaction des gouvernements et nous voyons que le chômage au Royaume-Uni pourrait atteindre le chiffre de 11% d'après l'OCDE. Nous sommes désolés, mais la réception en cabine ne permet pas encore la traduction. Spent over the last 2 years on investment in technology and infrastructure to create thousands of jobs to prevent a recession. Nous sommes désolés, mais la réception en cabine ne permet pas la traduction. Ok, désolé Geoff Tilley. We think we once more have to confront austerity doctrine. On va démarrer du coup la partie, on va dire, questions-réponses avec toutes les questions que vous avez pu envoyer, donc notamment des questions alors qui sont arrivées sur pas mal de points. Alors, par rapport à tout ce qui ressort, effectivement, on voit bien dans les grandes lignes de tout ce que vous avez dit, le fait d'aller vers cette transition, le fait on va dire, d'améliorer, d'approfondir encore cette prise de conscience, de ne pas avoir de posture, effectivement, comme nous disait Augustin, et puis surtout peut-être d'avoir beaucoup de pédagogie pour effectivement faire avancer les choses. Alors, dans vos questions,
Notamment, il y a une question sur l'emploi et la productivité. Donc, est-ce que on pourrait peut-être démarrer avec la question sur comment concilier, alors c'est pour vous Thierry, hein, baisse du temps de travail, notamment donc la semaine de 28 heures proposée par la Convention citoyenne pour le climat, avec un besoin rapide et important de ressources pour la transition écologique, puisque finalement c'est vraiment notre sujet, hein, sur cette productivité face aux transitions. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer que ça puisse fonctionner? Alors, c'est une idée, les 28 heures par semaine, qui a été discutée dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat et qui a été rejetée à plus de 60% des voix, mais qui a donné lieu à un débat auquel je vous invite à jeter un œil, puisque il est consultable en ligne. C'est un très beau moment de débat démocratique entre citoyens. Pourquoi a-t-elle été rejetée? Elle a été rejetée d'abord par les plus jeunes membres de la Convention qui ont dit « Écoutez, c'est assez difficile comme ça, je reprends leurs termes, ne nous mettez pas un boulet au pied, la compétitivité de l'économie va en prendre un coup, nous on arrive sur le marché du travail, donc merci de penser à nous ». Ce sont les termes qui ont été utilisés. Un autre argument a été avancé, je me fais ici le relais des arguments qui ont pu être exprimés. Une dame concierge retraitée qui disait écoutez, le partage c'est très bien, mais c'est toujours les mêmes qui travaillent plus et qui travaillent moins. Moi, j'ai travaillé 50 heures par semaine toute ma vie en élevant 2 enfants avec un salaire minable, donc ce partage-là, je n'en veux pas. Voilà le verbatim, une partie des débats de la Convention. Et puis, il y avait en face des gens qui disaient des choses qu'il faut entendre aussi. Ils disaient on a besoin de temps pour s'engager, pour aider les autres, pour être... et puis, le partage du travail, c'est aussi une façon de lutter contre le chômage. Voilà l'autre partie de l'argumentation. J'évite de donner mon avis sur les idées de la Convention, néanmoins, exceptionnellement, vous allez nous faire une fleur. Je vais vous dire, non, je ne vais pas vous donner mon avis, mais je vais pointer quelque chose qui me paraissait être une contradiction. La proposition exacte proposée, 28 heures par semaine, avec le même salaire au niveau du SMIC. Et ça, pour moi, c'est une contradiction. Si vous êtes l'apôtre de la sobriété, il faut accepter, la sobriété intégrale, il faut accepter de s'appauvrir d'une certaine façon. La vraie position des croissancistes, c'est celle-là. Mais dire je travaille moins, je produis moins et je garde la même rémunération, ça marche pas économiquement, me semble-t-il, et ça n'est pas cohérent. Donc voilà, si on veut être décroissanciste, ce que je ne suis pas personnellement, je crois qu'il faut être cohérent, il faut accepter l'appauvrissement. Et alors justement, un mot peut-être sur cette décroissance, puisque c'est un thème quand même qu'on entend souvent. Je ne sais pas, j'aimerais bien avoir vos réactions. Est-ce que ça pourrait justement, par rapport à notre thème de l'emploi et de la productivité, être une solution? Je ne veux pas monopoliser la parole, je pense qu'il faut combiner sobriété et efficacité. Et que la part de l'innovation n'est pas, l'innovation n'est pas la seule réponse à la transition climatique. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Le rythme d'innovation et le rythme d'avancement du phénomène ne permet pas de tout régler par l'innovation. Mais on a besoin d'une part d'innovation. Et là, pour le coup, les conventionnels, contrairement à ce qui a été dit à leur sujet, on a des éditorialistes approximatifs et souvent peu informés les ont fait passer pour des décroissancistes en diable. Lisez le rapport. Ils appellent à l'innovation dans l'hydrogène, dans les hybrides rechargeables, dans les matériaux biosourcés. Personne n'a dit l'innovation ne sert à rien. Mais en revanche, ils ont dit les technologies carbonées ne peuvent pas être bien sûr la réponse aux problèmes qu'on se pose. Il nous faut de nouvelles technologies, de nouvelles générations de technologies. Et ils en appellent d'une certaine façon à un grand mouvement schumpeterien de transformation des actifs économiques et de transformation des modes de productivité avec de nouvelles technologies et de nouvelles générations d'innovation. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rebondir par rapport à cette idée de décroissance? Non. Mais oui. je pense juste qu'il faut avoir en tête qu'il y a des effets d'inertie qui sont extraordinairement forts. C'est-à-dire quand on regarde le total d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui a diminué pendant le confinement, en pratique, c'est assez faible. Oui, C'est-à-dire on a appuyé d'une certaine manière, on a éteint la lumière. On pourrait se dire en éteignant la lumière, il devrait y avoir beaucoup moins, on devrait avoir réduit massivement les émissions de gaz à effet de serre. Or, de facto, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Alors pourquoi? Donc ça veut dire parce qu'il y a des effets d'inertie des systèmes et très simplement pour le dire en termes économiques, comme l'a dit Thierry, vous avez besoin de convertir un stock de capital carboné en un nouveau capital qui le sera beaucoup moins et qui sera lui-même beaucoup moins émetteur. Et ça, pour y arriver, ça nécessite de l'investissement et de l'innovation. Je pense que c'est
Il ne faut pas se mentir en disant que l'innovation va répondre à la totalité du problème. C'est traditionnellement la position américaine dans les négociations climatiques jusqu'à l'accord de Paris. C'était de dire l'innovation permettra de répondre au sujet. Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais évidemment c'est une partie de la réponse et à partir de là, ça nécessite de l'investissement. D'accord. Innovation, investissement, vous êtes d'accord? Oui, Karim? Oui, pour reprendre aussi sur le point de Thierry, je pense qu'on n'est pas allé au bout de la logique de co-bénéfice. Je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets où on peut arriver à avancer de front sur les thèmes à la fois de croissance et de transition énergétique. Par exemple? Par les rénovations énergétiques. Moi, j'ai évoqué tout ce qui est fret ferroviaire, tout ce qui est dans le domaine des transports. Voilà. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas renoncer tout de suite à cette capacité à avancer sur les deux fronts en parallèle. Et profiter de cette fenêtre historique. J'avais aussi, moi, un petit rebond sur ce que disait tout à l'heure Thierry sur pourquoi aujourd'hui les deux ne se dissocient pas. C'est que je pense que c'est vrai que ce qu'on a vécu avec la crise du Covid, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on savait qu'il y avait cette menace de la pandémie, mais c'est vrai que c'était compliqué de la scénariser, de se dire il y a telle probabilité que ça arrive, voilà les scénarios. Et comme c'était difficile à scénariser, peu de gens l'ont anticipé. Voilà. Et je pense que la crise climatique, d'une certaine manière, a ses caractéristiques, parce qu'on commence à en voir des facteurs, on sait qu'il va y avoir plus de tempêtes, on sait qu'il va y avoir plus de crises, mais c'est une probabilité qu'augmente, et c'est quelque chose qui est assez diffus. Et je pense que la crise épidémiologique a permis à tout le monde d'appréhender la réalité de ce qui va se passer très vite. Et donc je pense que là, il faut arriver à pas faire comme en 2 minutes quand tu disais dans la crise, il faut arriver à réassocier ces deux composantes, quoi. Répondre à court terme à l'ensemble de ces secteurs et les faire pivoter. Jean-Jacques, je vous voyais réagir, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord. Si, non, je suis plutôt d'accord. Ok. Une réaction, non? Alors, on va prendre une autre question, justement peut-être pour vous, Jean-Jacques, sur alors attendez, voilà. Lors de ces conférences, Jean-Marc Jancovici évoque la stratégie 2 degrés, dans laquelle les activités économiques s'inscrivent dans une réduction de 4% par an des émissions planétaires. Alors, quelles seraient les solutions pour développer un business plan en accord avec cette stratégie? Donc Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour le climat. Alors c'est une question qui est très compliquée, fondamentalement. Non, mais c'est une question qui est extrêmement compliquée parce qu'effectivement, donc le moins 4%, c'est le chiffre qui est nécessaire en effet pour tenir un objectif compatible avec la science. Et ça pose une question alors assez redoutable pour l'investisseur que je suis, qui est effectivement comment on trouve des entreprises qui ont défini un business model qui est compatible avec les objectifs climatiques. Et aujourd'hui... Mais il y en a quand même. Oui, mais alors aujourd'hui, vous avez... Alors, ça dépend des méthodologies, mais pour faire simple, si vous prenez un univers d'entreprises cotées dans le monde qui est d'à peu près 8000, pour les plus importantes, celles qui ont pris des objectifs compatibles avec une trajectoire 1,5 degré, vous en avez moins de 200. C'est pas beaucoup, hein. Donc ça pose des questions évidemment assez redoutables pour l'investisseur que nous sommes, parce que si je rejoins les propos qui étaient tenus tout à l'heure, pour créer des portefeuilles qui sont alignés là-dessus, évidemment, c'est extrêmement difficile, puisque par définition, à ce moment-là, vous êtes sur des choses où ça peut être porteur de risque ou autre. Donc ça veut dire que dans la question qui est posée, il y a d'une certaine manière une interpellation ou une demande à ce que les entreprises, justement, prennent des engagements de cette nature, les renseignent, délivrent sur les objectifs qu'elles se sont fixés, ce qui permet à ce moment-là, effectivement, aux investisseurs de les encourager et d'investir dedans. Donc, le sujet là, c'est toujours le même problème, c'est un sujet de poulet d'œuf, c'est-à-dire pour que les investisseurs investissent dans des entreprises dans un monde compatible à 1,5 degré, il faut que des entreprises soient elles-mêmes compatibles avec un monde à 1,5 degré. Et ça se fait d'une certaine manière dans le dialogue avec des investisseurs qui poussent, je pense, de plus en plus, en tout cas les investisseurs français, de plus en plus les entreprises à s'engager sur ce chemin-là et de plus en plus d'entreprises qui prennent ce chemin-là aussi. Et c'est dans cette espèce de construction qu'on arrivera progressivement à aligner un univers de l'investissement et un univers des entreprises qui ira vers, on peut l'espérer, une trajectoire soutenable d'un point de vue environnemental. Ça paraît quand même très peu, les chiffres que vous donnez. Les autres, elles font quoi alors? C'est du greenwashing, comme on dit? Non, mais d'abord, vous avez quand même, il vous aura pas échappé qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, dans le monde, ne prennent pas forcément d'engagement de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Je ne parle pas forcément des européennes, mais on va dire dans d'autres géographies que je ne citerai pas pour ne pas être désagréable. Mais il y en a quand même un certain nombre qui ne le font pas aujourd'hui, très, très simplement. Après, sur la question du greenwashing, c'est est-ce qu'effectivement, il y a la réalité ou du discours marketing?
sur la question climatique, je pense qu'on commence de plus en plus à être quand même équipé techniquement pour mesurer peu ou prou l'impact des annonces des entreprises et ce qu'elles font effectivement. On commence à avoir quand même de plus en plus d'éléments. Alors, il manque encore des choses. Je vois Thierry qui hoche la tête du mauvais côté. Mais je pense néanmoins, on commence de plus en plus à avoir des éléments qui nous permettent de faire ça. Alors, est-ce que vous voulez peut-être réagir, Karim, par rapport à votre regard sur les entreprises avec justement ces objectifs donc de baisser finalement leurs émissions de gaz à effet de serre? Nous, ce qu'on a vu côté entreprise, c'est que maintenant, et je pense que le point de Jean-Jacques est important, je parle des entreprises européennes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur l'importance du sujet et l'ensemble de ces questions un peu de transition ont été un peu, je dirais, traduits en dur dans les processus de l'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, dans un projet d'investissement, ça se fait pas de pas regarder quel est l'impact carbone et de se dire quelles sont les mesures qu'on peut faire pour le faire. Voilà. Et du coup, je pense qu'il y a eu vraiment, depuis 3-4 ans, un passage très important de maturité par rapport à ces problématiques-là. Donc ensuite, la question que évoquait Jean-Luc aussi, c'est la question de la convergence des méthodologies, pour que on puisse vraiment mesurer la réalité, l'ambition. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué justement de tester ce qui est du greenwashing, de ce qui est de la réalité, de la bascule sur une transition de trajectoire climatique. Mais j'ai l'impression que là, vous voyez, en 2-3 ans, on a fait autant de progrès qu'on en avait fait sur plusieurs cycles au préalable. Et ce qu'on anticipe, nous, sur la base des échanges qu'on a avec nos clients, c'est que c'est en train également de s'accélérer lié à la crise Covid. Et c'est un prérequis parce que Benoît, si des acteurs comme nous, par exemple, on a vraiment la main pour orienter, parce que tout ça nécessite évidemment qu'on y mette des moyens. Et il se trouve que voilà, nous à notre petit niveau, on voit bien que l'épargne des Français, c'est aussi d'ailleurs consolidé dans la période puisqu'ils n'ont pas consommé. Épargne énorme, on va c'est arriver un truc aux 100 incroyable. milliards cette année. Et donc cet argent-là pourrait être utilisé évidemment intelligemment avec un intérêt bien compris par tout le monde. Mais la question c'est qu'ils l'utilisent plutôt que de la garder. Il faudrait qu'ils l'utilisent. Peut-être que je vous dis, moi, je pense que fondamentalement, nos clients qui sont des consommateurs plutôt jeunes ont envie aussi de choses qui soient encore une fois avec du sens. Mais ils veulent d'abord de la performance aussi, évidemment. Donc c'est toujours cette ambivalence-là qui est intéressante. Et en plus, ils l'ont, puisqu'il se trouve que pour des phénomènes malheureusement peut-être un peu artificiels aujourd'hui, mais qu'on peut espérer peut-être quand même un peu pérennes, il se trouve que la performance, ils l'ont plutôt aujourd'hui. Parce qu'on l'a dit, si vous avez choisi l'ISR, normalement, aujourd'hui, vous avez plutôt un delta positif pour vous. Et donc ça oriente les choses dans le bon sens. Mais la question, c'est qu'il faut qu'on soit, nous, très exigeant sur la qualité de reporting, la qualité du référentiel pour être certain qu'en effet le caractère discriminant d'un acteur versus un autre soit au rendez-vous. Et là on réfléchit en investisseur qui fait des placements. Nous on a une autre palette qui serait aussi d'arriver à éduquer, parce que vous avez raison, il y a une dimension pédagogique très importante autour de ces sujets-là, parce que c'est un combat qui nécessite, parce qu'on a le droit en effet d'avoir des angles et des points de vue différents. Il ne faut pas oublier que la France, c'est quand même comme tout pays, il y a toujours un peu des points de vue très différents en fonction de là où on se place. Et donc nous, par exemple, sur la consommation de nos clients, on aurait la capacité à leur expliquer justement quel est leur impact carbone, etc. Là aussi, sujet de référentiel, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui sur un panier moyen, alors que moi j'ai la chance d'avoir énormément de data, parce que mes clients, ils consomment, etc. J'aimerais bien leur donner, au moins déjà pour à titre informatif. Mais après, on pourrait même être incitatif. Pourquoi vous ne le faites pas alors ? On est en train de regarder, il y a des startups qui se sont montées là-dessus. Le problème, c'est que moi, j'ai un gros doute aujourd'hui sur la qualité de l'information, parce que il y a un organisme qui essaye de faire ça, qui s'est pas mal amélioré, on en parlait rapidement tout à l'heure, et qui essaye de donner un espèce de score, si vous voulez, sur votre consommation. Après, si vous voulez, si vous allez chez Carrefour, c'est compliqué. Je suis désolé, je les cite. Voilà, c'est un hommage à Marie Cheval. C'est pas grave, on vous en voudra pas. Et en fait, c'est un panier, vous n'avez pas encore le détail, par exemple. Donc ce serait intéressant de savoir pour chacun combien mais il y a des choses qui commencent à arriver qui sont sympas. Nous, je vous dis, nous, c'est un intérêt d'abord parce qu'on pense que nos clients aimeraient savoir. Oui, on aimerait savoir. On aimerait savoir, on aimerait comprendre. Et moi, je pourrais même après imaginer des dispositifs incitatifs. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est pour ça que l'innovation, moi, je pense quand même que c'est un très gros levier, une très grande, pour moi, parce que je suis peut-être trop optimiste, ou trop pragmatique, mais moi, je pense qu'il y a des solutions à tous nos problèmes. La question, c'est juste qu'il faut qu'il y ait une sincérité de tout ça, évidemment. C'est très important, une cohérence de l'ensemble et une certitude sur ce qui est fait. Voilà. Et c'est jamais évident parce qu'évidemment, les intérêts à la fin
On l'a dit tout à l'heure, je pense que vous disiez, il y en a 200 qui font le job, les autres, c'est pas pour autant qu'ils font non plus n'importe quoi ou qui sont, voilà, et qu'il faut les jeter avec l'eau du bain. Vous parliez de quand on va au supermarché, mais ça commence déjà avec les applications où on peut regarder la nature des produits, où on vous dit si ce produit est bon ou pas. Ouais, bien sûr. Et c'est en train de s'enrichir justement avec de plus en plus d'éléments. Et nous, en tant que banque, si vous voulez, j'ai tous les paiements. Des donc produits. je peux très facilement dire à quelqu'un, bon bah là, tu pourrais quand même faire un effort, voilà. Pourquoi pas. Mais gentiment. Oui. Hein. Thierry Pêche. Non, mais il faut aller beaucoup plus vite. Le chiffre qu'a donné Jean-Jacques est consternant. 200 entreprises. Oui, c'est vrai. On est au tout début de la pente. Tout ça ne va pas assez vite. Il faut que vous accélériez tous et que vous soyez volontaristes. Alors, Après Augustin, voilà un nouveau non, coup de... mais on peut plus rigoler avec ça. Alors, il y a un point qui est très juste, c'est que les référentiels sont pas prêts, sont pas sûrs, voilà. Et du coup, je suis pas harmonisé justement. Hein. Oui, je suis très favorable aux politiques de name and shame qui vous mettront l'épée dans les reins et de façon saine et vertueuse. Mais encore faut-il que les ONG qui se servent de ça puissent taper au bon endroit. Et c'est pas toujours évident. Donc, des bilans CO2 imposés aux entreprises qui ont déjà une obligation de reporting RSE, ça me paraîtrait nécessaire. Qu'on mette sur la table vraiment des référentiels précis, adaptés. Il faut le faire dans les mois qui viennent, pas dans les années qui viennent. Hein. Il faut le faire dans les mois qui viennent. Vraiment, le chiffre de Jean-Jacques, je trouve, est consternant. Justement, Jean-Jacques, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Benoît? Non, mais moi je rejoins sur le fait qu'on a besoin un petit peu en effet d'éléments de référentiel communs. Hein. En même temps, il faut faire attention aussi, parce que le temps des taxonomies n'est pas forcément le temps de l'action. Hein. C'est-à-dire, une taxonomie, ça peut être très long à se mettre en place et il faut qu'on aille vite. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver. Hein. C'est-à-dire, si on attend trop qu'on ait exactement le bon référentiel parfait, c'est un exemple que je prends souvent, il y a une histoire biologique, il y a un bon exemple de taxonomie, hein, c'est l'ornithorynque, on a mis 1 siècle avant de déterminer dans quelle catégorie on le mettait. Est-ce que c'était un mammifère ou un ovipare, et finalement on a créé une catégorie à part pour l'y intégrer, ça a pris 1 siècle. Là, malheureusement, on n'a pas le temps, donc on a impérativement besoin effectivement d'éléments de référence communs, mais d'une certaine manière, quand je regarde de notre fenêtre du secteur financier, il ne faut pas non plus uniquement attendre que la taxonomie européenne soit entièrement armée et décidée pour agir, parce que sinon on perd du temps. Oui, mais moi, si je veux être plus volontariste, je peux l'être que si je suis vraiment confiant dans le référentiel. Et je peux l'être à plein de niveaux. Je peux l'être sur les crédits, je peux l'être sur les placements, je peux l'être sur les paiements, et à mon petit niveau. Alors, et j'ai pas besoin d'un régulateur, je vais le faire parce que c'est mon intérêt en plus de le faire, et je suis certain que c'est la bonne vision. Et donc, j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur quelque chose de costaud, parce que et de solide. Sinon, à la fin, soit ça créera des bulles, il y aura des problématiques financières qui arriveront à un moment ou à un autre, et ça pourrait décrédibiliser tous les efforts qu'on fait. C'est-à-dire le jour où on se rendrait compte d'une... Donc c'est pareil, je suis d'accord, il ne faut pas non plus attendre que le truc tombe du ciel, mais enfin voilà, moi c'est la vision un peu de commerçant. Hein, mais... En même temps, Thierry, vous nous dites effectivement c'est pas assez 200 sur 8000, c'est sûr, mais qu'est-ce qui va pousser les entreprises justement à aller dans cette direction? Parce que les entreprises, on le sait, donc avec la crise là, du Covid, elles ont quand même déjà d'autres soucis de maintien de l'emploi, de maintien de leur carnet de commandes. Est-ce qu'on peut leur imposer en plus de se mettre aux normes environnementales comme ça aussi rapidement que ce que vous le dites? Non, mais d'abord, je méconnais pas les coûts et les difficultés. Je les ai suffisamment exposés tout à l'heure, donc je vais pas faire celui qui les oublie en moins d'une demi-heure. Mais la réponse à votre question, Benoît l'a donnée tout à l'heure. C'est d'abord leurs clients. Les clients vont et demandent déjà plus de garanties, plus d'équité climatique, environnementale, sociale. Oui, mais cette pente-là, elle est ascendante et elle va être, à mon avis, très rapidement ascendante. Alors, il y a des domaines dans lesquels ça va poser de grosses difficultés. Il y a un domaine dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais qui est l'agriculture et l'alimentation. Ah, justement, j'avais une question sur l'agriculture, donc je vais en profiter pour la poser, comme ça on prend une question d'un des auditeurs. Non, mais c'est important de montrer voilà, qu'on est vraiment branché avec vous. Merci de vos questions, encore une fois. Comment revaloriser justement des emplois perçus aujourd'hui comme à faible valeur ajoutée, comme les maraîchers, les agriculteurs? Le retour à une agriculture paysanne, à l'abandon de tout ce qui détruit les sols, implique-t-il de recruter une main-d'œuvre plus importante pour répondre en partie à la crise? Voilà. Excusez-moi. Oui, alors la réponse serait longue. Hein. C'est une très belle et très juste question. La clé de voûte du débat sur la mutation du modèle agricole, c'est la santé des sols.
C'est vraiment ça. La santé des sols, parce que vous n'hypothéquez pas les récoltes futures, vous ne satisfaisez pas vos besoins du moment au détriment des générations futures. Et donc la santé des sols, ça passe par moins d'intrants, des baisses de productivité, puisque vos rendements seront un peu inférieurs. Et si vous voulez... Sauf si vous augmentez les prix. Voilà, et c'est ça la clé, si vous voulez. À la fin, le problème, c'est qu'on s'est habitué à payer très peu cher un bien très précieux. Alors peut-être pas pendant la crise d'ailleurs, puisqu'on a acheté local, hein, on n'avait plus les tomates qui venaient d'Espagne ou quoi, et du coup on a acheté des produits un peu plus chers. Peut-être, mais dans l'ensemble, si vous voulez, la part de la consommation alimentaire dans le budget des ménages sur 30 ans a été réduite à très peu de choses. Et ce très peu de choses ne fait absolument pas honneur au caractère parfaitement essentiel de ces biens-là et au travail des gens qui les produisent. Alors, la question de votre auditeur, elle porte aussi sur la nature du travail. En effet, une agriculture plus agroécologique, plus, en gros, une agriculture qui change de modèle en essayant de préserver la santé des sols, c'est une agriculture qui est potentiellement plus intensive en main-d'œuvre parce qu'il y a moins, vous comptez moins sur les intrants et ce genre de choses. Mais c'est une agriculture très technique, en réalité. Quand on la regarde de près, quand vous discutez avec des agriculteurs qui sont passés en bio, avec des gens qui font du vin en biodynamie, c'est une agriculture qui suppose de la part des agriculteurs des compétences et des techniques absolument sophistiquées. Et auxquelles... Ils sont d'ailleurs très informatisés, hein, les agriculteurs maintenant. Et auxquels peuvent se joindre des technologies, ce qu'on appelle l'agriculture de précision, par exemple, pour semer au bon endroit. Vous savez, moi, j'étais il y a quelques jours dans la Drôme, dans un village dans lequel il y a la plus grande entreprise de France d'élevage d'insectes qu'on pulvérise sur les cultures pour chasser un certain nombre de ravageurs, de problèmes, de champignons, etc. C'est ça l'innovation aussi. L'innovation agroécologique, elle est là. Elle est en train de se développer. Elle se développe là, en France, chez nous. Donc, l'agriculture de demain n'est pas une agriculture, je dirais, préhistorique. Pas du tout. C'est une agriculture très technique, mais savante quant à la préservation de la ressource naturelle, du patrimoine naturel que nous allons léguer aux générations futures et dont elles vont devoir se nourrir. Mais finalement, est-ce que, alors on est bientôt au terme de notre débat, mais pour conclure, est-ce que finalement, on ne doit pas aujourd'hui repenser complètement nos modes de production, puisque vous disiez, voilà, il faudrait qu'on accepte peut-être de payer plus cher, de payer donc des maraîchers, des gens qui viennent travailler. On a vu pendant la crise du Covid que justement, il y avait tous ces gens de seconde ligne, pas par les soignants, mais après, tous ceux qui s'occupent des déchets, qui sont restés là pour nous, dans les commerces, etc., les supermarchés, et qui sont très mal payés. Et on parle aujourd'hui des relocalisations. Est-ce que on peut relocaliser, mais il faudra payer plus cher aussi si on relocalise les voitures, etc. Donc, est-ce que finalement, toute ce thème-là n'est pas cette productivité pour l'améliorer, pour être en accord avec la transition environnementale, il ne faut pas repenser complètement ces modèles économiques? Mais c'est ce qu'on disait au début de la conversation. Il faut beaucoup d'accompagnement. Si vous voulez que demain, des catégories populaires puissent manger bio, c'est forcément plus cher. On mange mieux, on est en meilleure santé. Il y a des tas d'externalités positives à ce compte-là. Mais il faut les aider. La Convention citoyenne a proposé des chèques alimentaires. Bon, le mot alimentaire est peut-être un peu stigmatisant. Imaginons des chèques verts, une espèce de monnaie affectée pour mettre le pied à l'étrier à toute une partie de la société qui n'a pas accès aujourd'hui à ces biens-là. Je ne vais pas régler la question que vous posez avec une réponse aussi modeste. C'est un sujet difficile, mais enfin, ce sont de premières réponses. Rapidement, donc est-ce que quelqu'un veut intervenir? Puis Augustin va conclure. Non, mais la fiscalité pourrait être aussi positive et aider aussi potentiellement à orienter un peu quand même les achats vers des choses pour compenser en partie cet écart de prix. Moi, Isabelle, un peu en conclusion, je voudrais revenir au thème de la table ronde qui était sur l'emploi. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit devant nous massivement, et tu donnais l'exemple de l'agriculteur, c'est à quel point le contenu des métiers va changer dans le prochain cycle. Et du coup, la question de savoir comment on accompagne les gens en poste et comment aussi on prépare ces nouvelles personnes à ces mutations, pour nous, est vraiment ce qui repose effectivement sur notre génération pour les 10 prochaines années, pour qu'on puisse réussir cette transition. Jean-Jacques? Non, moi je pense que la crise que nous vivons et qui est celle qui est devant nous aussi appelle vraiment à faire. C'est d'abord, encore une fois,
ne pas mettre le sujet environnemental en dehors de la table, puisqu'encore une fois, je suis pas sûr que la bataille soit gagnée. Et deuxièmement, puisqu'on va vivre une crise économique et sociale d'une intensité extrême, comment effectivement on permet, encore une fois, l'acceptabilité sociale de la transition. Ça, ce sont les politiques d'accompagnement que Thierry mentionnait. Mais pour moi, c'est le cœur du sujet qui est devant nous et qui va se poser, et qui va être un élément de tension très fort dans la plupart des démocraties libérales. Un mot peut-être à Filippo. Filippo, excusez-moi, je ne suis pas trop revenu vers vous. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Oui. Un mot de conclusion, si vous voulez, Filippo. Yeah. Yeah, I mean, I think it was a great. Et oui, c'était un très grand débat. Ce que je voulais dire, c'est que 2 points rapidement sur ce que Thierry a dit. J'ai déjà évoqué que pour moi, il est très important que l'on ait la productivité comme critère principal, l'efficacité du marché. Il est essentiel que l'on reconstitue ces éléments. Et un point supplémentaire, c'est que par rapport à la crise financière globale, cela devient encore plus urgent, comme Thierry l'a dit, puisque nous avons des critères supplémentaires à ajouter, environnemental et la conservation. Donc, je pense qu'il est important que nous insistions sur un soutien continu de la part des gouvernements auprès des entreprises qui doivent venir avec qui doit être conditionnel à l'octroi de crédits par rapport à leur respect de l'environnement. Donc ça, c'est important pour ajouter à ce qu'avait dit Thierry. Pour M. Tadjidine, je pense qu'il est important de souligner ce qu'il a dit. Le fait que nous avons une très faible mobilité de la main-d'œuvre, et ça, c'est quelque chose que nos recherches démontrent. Il faut travailler là-dessus. On a le marché de l'emploi reste très statique et ce n'est pas recevable dans une situation, et on ne l'a pas évoqué encore, nous avons non seulement des machines qui remplacent les hommes, mais il y a l'intelligence artificielle qui remplace l'être humain également. Donc, non seulement des personnes qui représentent la main-d'œuvre peu qualifiée, mais également des médecins et autres. Donc, il y a une urgence, comme Tadjidine a dit, sur la formation et de s'assurer que nous apportons une réponse aux changements de besoins aux besoins qui changent très rapidement. Donc, merci beaucoup de m'avoir laissé participer à ce débat très intéressant. Merci à vous, Filippo. Un mot de conclusion peut-être rapidement, Augustin? Ouais, très rapidement, d'abord merci à tous d'être venus, merci à nos auditeurs d'avoir joué le jeu, de participer, et ça a vraiment facilité et rendu les débats excitants. Je dirais, si j'étais une intelligence artificielle ou un algorithme qui analyse un peu les débats, il y a 3 mots qui revenaient un peu tout le temps. Il y a innovation, accompagnement et puis urgence. C'est un peu les 3 mots qui sont un peu le dénominateur commun, je trouve, qui reviennent tout le temps. Avec notamment cette idée que le dérèglement climatique devient vraiment tangible et donc peut-être, les gens commencent à le percevoir et donc le combat ne fait que commencer et évidemment les batailles ne sont pas gagnées. Je dirais il y a une sorte d'implicite un peu que j'ai senti dans les débats qui est entre adaptation et évitement. C'est-à-dire que longtemps, en fait, ces débats sur la transition étaient des débats sur comment faire pour qu'on reste sur cette trajectoire à 2 degrés. On voit bien, et on le verra je pense dans les sessions suivantes, de l'année prochaine à Aix, qu'on est en train de basculer aussi sur beaucoup plus de questions d'adaptation très concrètes, sur concrètement, je suis un paysan dans tel département, j'ai tel et tel problème, comment on fait pour s'adapter à la situation nouvelle. Mais donc, il va y avoir au fond aussi peut-être un antagonisme un petit peu entre ces 2 choses, il faut bien le réaliser, ces 2 sujets un petit peu différents, investir pour éviter et diminuer la catastrophe à l'échelle de la planète, et puis comment investir pour localement faire en sorte que les gens aient les moyens de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques le mieux possible. En tout cas, merci beaucoup, c'était très clair et je vous remercie de vos interventions à chacun. Merci. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.